Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, une émission consacrée cette semaine à la reprise de l'épidémie de Covid, alors que nous avions le sentiment depuis quelques semaines, quelques mois d'avoir retrouvé une vie presque normale. Eh bien voilà que l'épidémie repart, les taux d'incidence remontent en France et dans le monde. Le président de la République s'est exprimé mardi à la télévision. Alors, comment enrayer cette cinquième vague? Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités dans cette émission. Le président de la République l'a donc annoncé mardi soir. Les plus de 65 ans vont devoir faire une troisième dose de rappel pour conserver le pass sanitaire. Les plus de 50 ans sont encouragés à faire la troisième dose. Le port du masque redevient obligatoire partout dans les écoles. Et vaccination et gestes barrières sont encore et toujours les meilleures armes contre l'épidémie. Mais est-ce que cela sera suffisant pour éviter une cinquième vague? Nous allons donc en parler avec nos invités. Bonjour Sophie Girard. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ARS en Haute-Vienne. Docteur Nicolas Pichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital de Brive. Et Bernard Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, le directeur de la santé à la ville de Limoges. Alors pour commencer, Sophie Girard, puisque c'est l'ARS qui compile au quotidien les chiffres de l'épidémie, où en est-on à cette heure en Limousin sur les taux d'incidence? Alors, on est sur une hausse des taux d'incidence depuis 3-4 semaines. Ça a commencé sur la Creuse et la Corrèze, mais la Haute-Vienne est en train de rattraper son retard. Donc, nous étions aujourd'hui à plus de 128 cas pour 100 000 habitants en Creuse, donc département le plus haut de Nouvelle-Aquitaine, 116 cas pour 100 000 habitants en Corrèze et un peu plus de 76 cas pour la Haute-Vienne. Alors, pourquoi cette hausse en Creuse? J'ai remarqué que c'est la Lozère, un autre département extrêmement rural, comme la Creuse, qui a le plus fort taux d'incidence, plus de 168. Pourquoi ce sont ces départements ruraux qui sont les premiers touchés par cette nouvelle vague? Alors, il peut y avoir plusieurs facteurs qui expliquent, mais on a aussi une population peut-être plus âgée sur ces départements-là. Et on a une baisse de l'immunité chez ces personnes les plus fragiles, puisque ça fait maintenant un certain nombre de mois qu'elles ont été vaccinées. Et donc aujourd'hui, c'est l'heure du rappel pour ces personnes. Bernard Bertin, est-ce qu'il y a un problème de relâchement des gestes barrières? Est-ce que tous, on en a un peu trop vite fini avec l'épidémie? Alors, je pense qu'il y a d'abord deux phénomènes par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui. D'abord, on rentre dans une période hivernale, donc qui est plus propice aussi à la circulation des virus en général, donc celui-ci en particulier. Ensuite, je pense qu'effectivement, le fait que nous ayons dans ce département un très bon taux de couverture vaccinale fait que les gens se pensent sans doute protégés et bien protégés et relâchent bien évidemment les gestes barrières. C'est d'autant plus vrai qu'on voit que la vie sociale a repris finalement, beaucoup d'activités oui, les sont matchs proposées. du CSP, les concerts. Avec le pass sanitaire, on a l'impression qu'on peut aller partout et qu'on risque plus rien. C'est ça. Or, la vaccination, elle protège bien contre des formes graves de maladies, mais ça n'est pas non plus une éradication de la circulation du virus. Le virus continue à circuler et en fait, on continue aussi à véhiculer ce virus. Docteur Pichon, entre médecins, personnel soignant, comment vous expliquez que cette reprise, cette cinquième vague? Est-ce que vous aviez vous aussi le sentiment qu'on en avait fini? Non, parce que même au mois d'août, on avait dans les services de réanimation un certain nombre d'admissions quotidiens hebdomadaires qui n'étaient pas nulles. Mais effectivement, comme le dit M. Bertin et Mme Girard, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, les conditions météorologiques, avec de l'humidité et de la fraîcheur qui font que la propagation du virus se fait plus facilement. Un relâchement, effectivement, dans la société de façon globale, pensant qu'on était débarrassé. Et c'est pas parce qu'on est vacciné que l'on n'est pas porteur du virus. Et ça, certaines personnes ont eu tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut être vacciné et quand même être porteur et quand même transmettre le virus. Et donc, cet ensemble de phénomènes fait effectivement que là, toutes les conditions sont réunies pour que les taux d'incidence repartent à la hausse. Alors, on a vu, c'est un peu le symbole en Limousin, la préfète de la Creuse, Sophie Girard, qui a donc pris un arrêté supplémentaire cette semaine pour interdire désormais, enfin pour plus exactement rétablir le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos où l'on pratique des activités de loisirs. Et on a pris l'exemple qui a été mis en avant au niveau national des thés dansants. Est-ce que les thés dansants, aujourd'hui, sont vraiment un vecteur de maladie ?
Alors, c'est un des lieux dans lesquels on peut avoir de la circulation virale. Oui, on a des clusters dans l'été dansant, mais pas que. C'est tous les événements, des regroupements temporaires en fait, de personnes. Ça peut être des moments festifs, y compris en milieu professionnel. Ça peut être en milieu de loisirs ou sportifs. On retrouve ces clusters. Donc là, Madame la préfète en Creuse a pris ce nouvel arrêté. Il est en réflexion dans les autres départements également. Pourquoi on ne rétablirait pas le port du masque pour les matchs du CSP ou du LH qui jouent donc ce week-end, par exemple ? C'est une question qui se pose. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'en fonction des lieux, l'organisateur a toujours loisir de mettre en place un port du masque obligatoire dans ce moment-là. Il peut aussi apprécier s'il y a une promiscuité telle que le port du masque serait nécessaire. Après, les réflexions existent en Haute-Vienne et il y a des échanges actuellement, une concertation entre Madame la préfète et les élus pour savoir si on doit aller plus loin ou pas. Docteur Pichon, vous avez combien de patients hospitalisés aujourd'hui à Brive, en réanimation et dans les autres services pour soigner le Covid ? Actuellement en réanimation, depuis ce matin, on a 6 patients hospitalisés avec des formes graves de Covid dans le service de réanimation, et je crois qu'il y a 5 ou 6 patients avec des facteurs de gravité moindres qui sont hospitalisés dans les services de médecine de l'hôpital de Brive. J'avais noté qu'au début du mois, il y avait 2 personnes hospitalisées en Corrèze, dans tout le département, pour soigner le Covid. On est à 16, 17 aujourd'hui. Oui, absolument. Ce qui prouve bien que, y compris dans vos services, on voit réapparaître des patients. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, c'est assez flagrant. Au mois d'août, on a eu une recrudescence du nombre de cas hospitalisés avec des formes graves dans le service de réanimation, puisque entre le 1er août et le 15 septembre, on a admis 45 patients au total, quand même, dans le service de réanimation. Et c'était des profils de patients, je dirais, de tout âge, mais essentiellement, voire pour 100% des cas, des patients qui n'avaient pas subi le schéma vaccinal classique. Mais depuis le 15 septembre, on voit réapparaître des patients qui ont pourtant eu le schéma vaccinal classique, conventionnel, mais au mois de février et au mois de mars, donc des sujets plutôt âgés, puisqu'à l'époque, la vaccination n'était ouverte qu'aux sujets de plus de 65 ans, voire 75 ans. Et on les voit réapparaître, alors même qu'ils ont eu leur schéma de 2 doses, mais qu'ils n'ont pas eu le rappel du 6e mois. Et donc, cela laisse à penser qu'effectivement, l'immunité baisse avec le temps, y compris et surtout chez les personnes âgées. Mais on est quand même très en deçà de ce qu'on a pu connaître dans les grandes vagues. J'ai noté qu'on est monté jusqu'à plus de 400 personnes hospitalisées en Limousin pour Covid. Aujourd'hui, on est à environ une 60aine de personnes. On est certes au début d'une petite vague, mais on le voit à l'image, on est quand même très très en dessous des pics qu'on a connus, Sophie Girard. Oui, on est en dessous des pics qu'on a connus et même si l'immunité est en train de baisser dans les catégories d'âge les plus élevés de la vaccination, on aura quand même un effet qui va ralentir, qui va modérer l'impact du virus, de l'infection sur ces personnes-là. Donc on peut espérer qu'on ait un impact moins fort sur le système de santé, mais attention, nous avons encore à peu près 10% de personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinées sur nos 3 départements. Donc au-delà du rappel, il faut aller chercher ces personnes et les vacciner. On va en parler dans un instant, mais juste un mot, docteur Pichon. 2 petites questions. La première, dans quel état sont vos personnels hospitaliers aujourd'hui, après pratiquement 2 ans de crise sanitaire ? Ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Beaucoup sont même partis du service de réanimation sans être remplacés. Donc j'espère et je pense que la vaccination va au moins permettre qu'il n'y ait pas une pression aussi importante dans les services de réanimation que lors de la première vague, parce que le personnel paramédical, essentiellement, en regard d'une éventuelle nouvelle vague, ne sera pas à disposition. J'ai entendu vendredi matin Rémi Salomon, qui est le président de la commission médicale de l'AP-HP à Paris, les hôpitaux de Paris, qui dit « On est dans une situation où dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat extrêmement alarmiste ? Je vais vous donner des chiffres concrets pour ce qui concerne mon service. Normalement, c'est 50 infirmières pour assurer 27 lits de réanimation et de soins continus. Là, actuellement, j'en ai plus que 42 en poste. C'est-à-dire j'ai déjà un déficit de 8 infirmières. Imaginez qu'on nous redemande un effort collectif dans le service pour remonter à 27 lits de réanimation. Je n'ai pas le personnel en regard.
Voilà. Et il n'y a plus d'embauche puisque c'est extrêmement difficile, en tout cas pour ce qui concerne le service de réanimation de Brive, de trouver du personnel qualifié, formé, qui accepte de venir travailler dans les services de réanimation. Donc il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger aujourd'hui des personnels hospitaliers. Est-ce que, Bernard Bertin, la fin de la gratuité des tests a pu, d'une certaine façon, contribuer à la reprise de l'épidémie? Parce que donc, les tests sont désormais payants dans certaines conditions, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple. Est-ce qu'il aurait fallu maintenir la gratuité pour continuer à se surveiller les uns les autres? Alors, je ne crois pas à la gratuité des tests. Je pense qu'en fait, l'annonce déjà de l'abandon de cette gratuité, quand elle a été faite, a incité déjà un certain nombre de nos concitoyens à venir chercher leur première dose vaccinale. Donc ça a été le premier effet positif de l'abandon de la gratuité des tests. Je pense que en fait, le test, c'est une photo qui est donnée à un instant donné, mais qui est vraiment qu'à l'instant, parce que je me fais tester aujourd'hui, je suis négatif, ça ne veut pas dire que dans 6 heures, je ne serai pas positif. Or, mon test est valable pendant 48 heures. Donc ça pose aussi ces problèmes d'approche. Donc la vaccination reste le meilleur moyen. Dr Pichon a justement dit tout à l'heure que ça n'empêche pas non plus qu'on puisse faire circuler le virus malgré la vaccination. Donc je pense que le vaccin, c'est le meilleur moyen. Je crois qu'il faut que les gens l'entendent. Alors justement, combien vous vaccinez de personnes en ce moment même à Limoges? Là, en ce moment, c'est quoi le rythme moyen de vaccination? En ce moment, c'est, j'ai envie de dire, dérisoire. Parce qu'en définitive, c'est essentiellement des personnes qui viennent pour la dose rappel, donc des personnes âgées, qui correspondent en fait aux premiers vaccinés de janvier-février. En fait, c'était des effectifs très faibles, puisque quand on a démarré la vaccination, on était sur des effectifs qui étaient en fait subordonnés surtout au nombre de doses vaccinales disponibles à l'époque, et on a commencé, j'allais dire petitement. Au plus fort de la vaccination, on vaccinait à Limoges, enfin dans le centre que gère la ville de Limoges, donc près de 3000 personnes par semaine. Aujourd'hui, on est à peine à 500. Alors, ça va changer puisque Emmanuel Macron, mardi soir à la télévision, a donc annoncé que la priorité maintenant, c'est la 3e dose pour les plus de 65 ans. On l'écoute. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Alors, nous y sommes. Sophie Girard, les plus de 65 ans, c'est 1 habitant sur 3 en Limousin. Il y a un enjeu énorme pour nos 3 départements. Comment vous allez pouvoir organiser cette 3e dose de rappel ? Alors pour l'instant, et M. Bertin l'a évoqué, il y a les centres de vaccination qui fonctionnent et qui s'adaptent. Ils se sont adaptés tout au long de la campagne de vaccination à la hausse et à la baisse en fonction des doses et des demandes de la population. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a les professionnels de ville. Aujourd'hui, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, ce sont eux qui sont en train de monter en puissance sur la vaccination, ce qui était prévu dès le début de la stratégie vaccinale qui a été mise en place. Et donc eux aussi, ils sont au plus près des personnes, au plus près des personnes âgées pour pouvoir les vacciner, y compris à domicile. Alors, on va voir un chiffre. Aujourd'hui, 50 000 personnes ont reçu la 3e dose en Limousin, c'est 25%. C'est-à-dire qu'en gros, il y a encore 3/4 des plus de 65 ans qui restent à vacciner. Comment vous allez organiser cette vaccination à Limoges, par exemple, Bernard Bertin ? Alors, nous, notre centre de vaccination reste ouvert sous l'égide de l'ARS, bien évidemment. Et comme l'a dit Mme Girard, on s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où je parle, nous avons 2 lignes qui fonctionnent de vaccination. Nous sommes prêts à ouvrir, à doubler cette capacité. Dès la semaine prochaine, nous serons ouverts tous les jours. Jusqu'à cette semaine, nous n'étions pas nécessairement ouverts tous les jours, puisqu'il y avait une demande qui était relativement faible. Mais on s'adapte et on est en train de mesurer actuellement une reprise des demandes de rendez-vous via Doctolib suite à l'allocution présidentielle. 200 vaccinations par semaine à peu près, c'est ce que vous allez proposer dans les jours qui viennent ? Alors, j'allais dire, actuellement c'est ce que nous faisons. Ouais. Et en fait, on peut monter à 400 par semaine. Non, alors aujourd'hui on est pratiquement entre 200 et 300 par semaine et nous pouvons monter à 1900, à 2000.
Ça veut dire qu'on a une capacité qui est loin d'être saturée. Par contre, bien évidemment, au vu de ce que fera la médecine de ville ou les officines en matière de vaccination, nous, on va être un petit peu la variable d'ajustement. C'est-à-dire que si les gens veulent passer en centre de vaccination et prendre rendez-vous, bien évidemment, on sera ouvert pour les accueillir. On peut se faire vacciner à Brive aussi, docteur Pichon ? Oui, bien sûr. Mais là, on est déjà monté en puissance en termes de lignes de vaccination pour répondre à l'afflux de demandes, effectivement, mais même de façon anticipée par rapport à l'allocution présidentielle. Mais là, depuis l'allocution, effectivement, les rendez-vous ne cessent d'augmenter. Mais je dirais qu'il n'y a pas que les centres de vaccination. Et je pense que pour aller chercher notamment bon nombre de personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, pas parce qu'elles sont contre le vaccin, mais parce que ça n'est pas forcément facile pour elles d'accéder aux centres de vaccination, effectivement, je pense que la médecine de ville et aller plutôt vers les patients que de les amener au centre de vaccination est vraiment une piste qui doit être développée pour aller au plus près de la population. On va parler des non-vaccinés dans un instant, parce que le Président en a évidemment parlé mardi soir. Un mot encore. Sur les 50-64 ans, ceux-là, ils n'ont pas d'obligation de faire la troisième dose parce que le pass sanitaire n'est pas en jeu. Est-ce qu'ils vont se faire vacciner ? Est-ce qu'on suppose qu'ils vont jouer le jeu ou ceux qui auront été vaccinés en août-septembre, donc qui se poseront la question des 6 mois en février ou mars, d'ici là, ils auront peut-être autre chose en tête ou peut-être que l'épidémie sera derrière nous. Alors après, on sent bien que le Covid revient sur le devant de la scène, là. Donc on se pose de plus en plus de questions. Au niveau des centres hospitaliers, on voit bien aussi qu'il y a une remontée, mais même des personnes un peu plus jeunes, des personnes au-delà de 50 ans. Donc c'est aussi un public qui commence à être concerné par le rappel. Donc là, on commence à avoir cette idée qui est en train de se diffuser dans la population. Donc, Mais avant 6 mois, docteur, c'est pas la peine, c'est trop tôt. Il n'en est pas question. Non, mais l'idéal serait de pouvoir évaluer notre taux d'immunité. Donc j'entends parfois les gens dire il suffirait de faire un test sérologique, de savoir quel est notre degré d'immunité et en fonction d'un seuil, se faire le rappel ou ne pas le faire. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un taux d'immunité à 200 par exemple et qui sont protégés alors que les mêmes à 200 ne le seront pas. Et inversement, ça peut être la même chose à 600, 800. Donc on n'a pas de seuil sérologique à partir duquel on peut savoir si on est protégé ou pas. Donc en fait, la meilleure façon de faire, c'est de faire le rappel. Après le faire à 6 mois, 7 mois, là pour l'instant, on est encore assez proche du début de la vaccination, puisque les premiers vaccinés, là on est aux 6 mois. Donc après, les personnes jeunes, plus jeunes, 50-65 ans, n'ont eu accès à la vaccination qu'à partir du mois de mai, je crois. Oui, puis ça s'est accéléré au mois de juillet, après la mise en place du pass sanitaire. Mais les 6 mois n'y sont pas encore. Voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le personnel hospitalier qui a accès à la vaccination, alors même qu'ils ont moins de 65 ans, il y a une forte proportion des personnels soignants du service de réanimation de Brive qui ont moins de 65 ans et qui ont déjà été faire leur rappel. Alors il reste 6 millions de Français non vaccinés. Le président de la République leur a adressé un message très clair lors de son intervention mardi soir. On l'écoute. Mon premier message est ainsi un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous, sauf aux enfants de moins de 12 ans. Je rappelle qu'une personne vaccinée a 11 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital, en soins critiques. Je rappelle aussi que des milliards d'individus sur la planète ont déjà eu le vaccin et que nous avons maintenant déjà un certain recul. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Docteur Pichon, des milliards de personnes vaccinées. Est-ce que vous avez traité des effets secondaires du vaccin à l'hôpital de Brive depuis 6 mois, 8 mois maintenant ? Alors personnellement, moi, je participe également au centre de vaccination, donc je vaccine. Je n'ai eu aucun effet secondaire. Voilà. Il y a peut-être des effets secondaires à type de myocardite ou de choses comme ça que l'on voit avec d'autres vaccins. Ce n'est pas spécifique au vaccin Covid, mais dans la grande majorité des cas, je n'ai eu aucun effet secondaire avec ce vaccin. Voilà. Et en tout cas, aucun cas d'effet secondaire qui ait fait que la personne est finie à l'hôpital ou en soins critiques. Est-ce que dans les personnels hospitaliers, il y a eu des personnes que vous n'avez pas réussi à convaincre, parmi vos collègues, aides-soignants ou personnels médicaux ? Alors non, mais moi, depuis le début, je leur mets la pression. Donc la plupart se sont fait vacciner. Et après, le fait de ne plus pouvoir travailler dans le service hospitalier si on n'était pas vacciné a fini de convaincre
certes de façon un peu forcée, les réfractaires. Mais de toute façon, l'ensemble du personnel du service de réanimation, et y compris de la grande majorité de l'hôpital, puisque je crois que pour l'hôpital de Brive, il n'y a que 2 personnes qui ont refusé la vaccination et qui donc n'ont pas pu venir travailler à l'hôpital. Mais l'ensemble s'est fait vacciner. Sophie Girard, aujourd'hui on connaît tous les non-vaccinés. La CPAM, c'est précisément qui n'a pas du tout été vacciné. Pourquoi on n'intervient pas directement auprès de ces personnes, soit pour les encourager, soit fortement les inciter Qu'est-ce qu'on fait pour ces 6 millions de personnes qu'on a facilement dans les registres de la Caisse primaire d'assurance maladie? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment par l'assurance maladie en direction de ces personnes, mais aussi en direction des professionnels de santé qui sont autour de ces personnes. Les médecins généralistes disposent des listes de leurs patients non vaccinés. Les infirmiers libéraux sont recontactés par l'assurance maladie pour leur dire « Attention, vous avez 2-3 personnes qui sont non vaccinées dans votre patientèle ». Donc, il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a aussi, je pense qu'il faut distinguer aussi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui n'ont pas pensé à aller se faire vacciner. Donc là, il faut qu'on aille peut-être plus en proximité. Et puis le pass sanitaire, d'un autre côté, on l'a évoqué tout à l'heure, permet de pousser gentiment mais fermement à se faire vacciner. Et puis il y a les personnes plus âgées qui ont des difficultés de mobilité. Et eux, il faut qu'on aille vraiment les chercher au plus près. Et c'est possible ça, Bernard Bertin, par exemple, est-ce qu'on peut à Limoges organiser de la vaccination vers les gens en changeant le chemin vers le vaccin? Alors, bien évidemment, il y a le centre de vaccination, mais on travaille aujourd'hui de plus en plus fréquemment avec l'ARS pour mettre en place des vaccinations dans les quartiers, et c'est ce qui va être proposé d'ailleurs dès la semaine prochaine sur les quartiers des Coutures, où là, il va y avoir un centre de vaccination, alors que je ne qualifierais pas d'éphémère, mais de ponctuel, qui va fonctionner au plus près des personnes, sur un quartier où on mesure effectivement que parmi les personnes âgées, il y a moins de personnes vaccinées. Cette semaine, dans Doctolib, on a entendu une personne âgée dire « Doctolib, ça ne marche pas, on n'arrive pas à prendre de rendez-vous ». Alors par rapport à ça, si je puis me permettre, déjà pour compléter un petit peu ce que dit M. Bertin, on va encore plus loin que ce qu'on faisait d'habitude, parce que là, on va essayer d'aller faire du porte-à-porte pour aller dans les immeubles et aller voir les personnes en leur disant « Vous voulez vous faire vacciner, on peut vous accompagner jusqu'au centre de vaccination ». Donc aller les chercher chez eux et les amener. On va leur proposer et essayer de les convaincre directement. Et puis en milieu rural, on a un partenariat très fort depuis le début de la campagne avec les mairies. Donc on travaille avec les mairies, beaucoup viennent vers nous en demandant à organiser des séances de vaccination et pour le rappel également. Enfin, vous évoquez les personnes qui ne peuvent pas accéder par Doctolib, etc. Et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent contacter un numéro national qui après nous reroute les appels pour voir comment on organise la vaccination au domicile avec la plateforme territoriale d'appui. Donc c'est important, mais attention, ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant des enfants, des moins de 12 ans, parce que le masque est donc rétabli dans toutes les salles de classe, dans toutes les écoles, et on ne peut pas vacciner les moins de 12 ans. Est-ce que, docteur, la doctrine va évoluer sur cette question des moins de 12 ans? Est-ce qu'on peut imaginer vacciner les moins de 12 ans pour peut-être soulager les enfants et éviter qu'ils aient besoin de porter le masque à l'école? Alors moi, je ne suis pas décisionnaire, loin de là, à mon petit niveau, mais de toute façon, il faut déjà attendre le résultat des campagnes vaccinales, notamment aux États-Unis, des moins de 12 ans, déjà pour savoir si c'est inoffensif, anodin chez les enfants de moins de 12 ans. Une chose est sûre, par contre, c'est que les enfants sont un réservoir du virus, un réservoir où ça circule assez librement, assez facilement, et eux ne sont pas touchés par les formes graves et même par les formes mineures. On a l'impression que les enfants ne sont clairement pas touchés par le virus. Mais ça circule chez les enfants. Donc après, de toute façon, si on enlève le masque, effectivement, on peut se contaminer entre enfants. Et le risque majeur, c'est surtout de le ramener après dans son milieu familial, chez ses grands-parents, etc. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'indication à vacciner les enfants. Mais par contre, le port du masque, les mesures essentielles, c'est-à-dire de distanciation, de respect des règles sanitaires, me paraissent essentielles. Donc, avoir remis le masque à l'école, même si je comprends que chez les enfants, ça oui, parce qu'on l'enlève, on le remet, oui. C'est compliqué. Oui, mais bon, depuis le début, on avance avec régulièrement un petit coup de retard sur le virus. Et bien malin celui qui aurait pu prévoir la 5e vague, la 4e vague, la 3e vague. Sophie Girard, il y en a qui disent aujourd'hui, plutôt que de faire porter le masque aux enfants à l'école, si on mettait des purificateurs d'air dans les salles de classe, parce qu'on ne va pas ouvrir les fenêtres quand il fait 0 en plein hiver, est-ce que le purificateur d'air, c'est une solution envisageable? Je pense qu'il faut déjà revenir aux fondamentaux, au niveau hygiène,
il faut aérer les pièces. Et qu'il y ait Covid ou pas Covid, on aère les pièces, même s'il fait froid, et plusieurs fois par jour. Et on se lave les mains. Et quand c'est nécessaire, on porte le masque. Sur les purificateurs d'air, moi, je n'ai pas d'avis. A priori, il y a des discussions encore sur l'intérêt d'avoir des purificateurs d'air. Mais revenons aux fondamentaux, aérons déjà les pièces. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle des traitements parce que le président Macron en a parlé cette semaine. Et puis jeudi, on a donc appris que l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du traitement de 2 médicaments, un suisse et un autre qui vient d'Asie. C'est des traitements par anticorps monoclonaux. Docteur Pichon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots comment marchent ces médicaments ? En fait, le problème, c'est de stimuler l'immunité des patients les plus fragiles, notamment les immunodéprimés qui ont des difficultés à se défendre en produisant des anticorps. Donc il y a des médicaments qui sont sur le marché et qui peuvent, entre guillemets, booster cette immunité lorsqu'on l'administre aux patients. La seule chose, c'est que ça ne marche que d'abord chez les immunodéprimés, chez qui on va booster cette immunité. Et en plus de ça, ça ne marche qu'à la phase très précoce de la pathologie, c'est-à-dire que cette injection n'est recommandée que dans les 5 premiers jours qui suivent le début des symptômes. Or, vous voyez bien que, grosso modo, les gens, quand ils arrivent à l'hôpital, on a déjà dépassé ce stade du 5e jour. Donc, ça reste très limité, en tout cas, en termes de prescription, à une frange très particulière. Mais vous l'avez utilisé à Brive, le Ronaprève, notamment le médicament suisse qui vient d'être autorisé. Mais déjà cette semaine, avec un patient qui était immunodéprimé. Et ça marche ? Qui était greffé. C'est trop tôt pour le dire ? Non, là, c'était qu'il a reçu la dose un peu trop tard, et donc ça n'a pas eu d'effet, en tout cas significatif, en termes de défense propre. Et non, ça n'a pas marché chez ce patient, mais à qui on l'avait administré un peu plus de 8 à 9 jours après le début des symptômes. C'est quand même un immense espoir aujourd'hui, ces médicaments. Oui, alors, vous savez, on a les mêmes médicaments pour la grippe, ce qu'on appelle le Tamiflu, mais qui n'a d'efficacité que lorsqu'il est donné lors des 4 jours qui suivent le début des symptômes. Là, même les molécules qui vont sortir ne seront efficaces que si on les donne à la phase très précoce de la pathologie. Donc on ne peut pas non plus revendiquer de le donner à l'ensemble de la population pour éradiquer le virus. Donc oui, ça a sûrement son utilité sur des niches de la population, mais sur l'ensemble de la population, le seul traitement qui marche à l'heure actuelle, c'est le vaccin. Merci beaucoup. Sophie Girard, vous nous rappelez le numéro de téléphone pour se faire vacciner, si vous l'avez en tête ? Alors la plateforme nationale, c'est le 0800 730 957 pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur ce plateau pour nous parler donc de cette 5e vague de Covid dont on l'espère tous évidemment qu'elle sera la plus modérée possible. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver votre journal régional en Limousin suivi de l'édition nationale. Excellent dimanche à tous.